Bienvenue dans Génération News, l'émission qui vous donne des informations liées à la jeunesse. Vous connaissez le principe de cette émission, deux thématiques au menu. En première partie d'émission, nous allons parler de la fête du travail, quelle symbolique chez les jeunes. En seconde partie, un autre sujet, comment réussir son intégration dans un pays étranger. Ce n'est pas évident pour certaines personnes de quitter leur pays d'origine pour une nouvelle destination. On se sent un peu dépaysé. Est-ce le cas pour nos invités qui sont déjà sur ce plateau? Bienvenue à tous, Génération News, c'est maintenant. Alors, nous avons 4 invités. Avina, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es étudiante en qualité, hygiène et sécurité. Merci à toi. Merci de m'inviter une fois de plus. À côté de toi, nous avons Nicolas. Tu es entrepreneur. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Également, Fabre. Tu es étudiant en journalisme et communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Baboukar, toi, tu es journaliste. Merci d'être avec nous. Merci. Très bien. Alors, je disais tout à l'heure, nous allons parler de la fête du travail, quelle symbolique chez les jeunes. Je vais commencer avec toi, Avina. Tu es étudiante. Dis-nous, qu'est-ce que ça représente pour toi le 1er mai? Alors, le 1er mai, pour moi, ça représente la fête du travail. Alors, c'est tout récemment que je viens de découvrir que c'est une journée qui, normalement, est censée commémorer les droits des travailleurs. Mais dans la conscience collective, surtout dans le milieu des jeunes, c'est beaucoup plus une journée qui est chômée payée et une journée fériée. D'accord. C'est beaucoup plus ça. Une journée de lutte pour les droits des travailleurs, je suis d'accord avec toi. Nicolas, comment toi également tu vois cette fête-là? Est-ce que réellement les jeunes comprennent la nécessité ou l'importance justement de cette journée? D'accord, donc on va faire un petit rappel historique pour quand même planter le décor. Donc c'est une fête qui a vu le jour aux États-Unis à travers la grève qui avait eu lieu en 1884. Et ça a donné lieu à ce qu'on célèbre aujourd'hui le 1er mai, la fête du travail. Alors, par rapport à la jeunesse, quelle est l'importance de la fête du travail au niveau de la jeunesse? La fête du travail doit être un élément ou doit être une journée qui permet à la jeunesse de trouver un catalyseur de repère dans le milieu de l'emploi. Quand je dis catalyseur de repère, c'est parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, ne trouvent pas de travail. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent exclus de cette fête parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans le monde professionnel. Et cette fête également, dans nos États, on remarque qu'en Afrique, malheureusement, n'est pas suffisamment valorisée pour les jeunes travailleurs ou pour les jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la fête du travail. Alors, Baboukar, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette fête? Est-ce que tu vois la même chose, que tu partages l'avis de Nicolas? Je suis entièrement d'accord avec Nicolas. Sauf qu'ici au Sénégal, la fête du travail, c'est surtout pour les travailleurs. Surtout pour les différents centrales syndicaux qui sont au Sénégal, qui manifestent, qui portent des cahiers de doléances devant le chef de l'État. Et dans ces cahiers de doléances, ils énumèrent les différents problèmes auxquels ils font face et ils font également des suggestions au chef de l'État. Mais malheureusement, le constat qu'on fait, c'est des cahiers de doléances qui se retrouvent dans les tiroirs. Il n'y a pas de suivi par rapport aux recommandations, par rapport aux solutions proposées aux gouvernants. Ce qui fait que ça devient un éternel recommencement pour la fête du 1er mai. Alors, j'aime bien ce que tu dis. Il y a un cahier de doléances, justement, qui est soumis au président de la République. Et en 2020, il y a plus de 1000 personnes qui ont perdu leur travail à cause de la crise liée à la pandémie Covid-19. Fabre, est-ce qu'aujourd'hui, toi également, tu te dis, on parle du 1er mai, est-ce que tu penses que les jeunes comprennent bien cette journée? On parle des droits, c'est vrai. Tout à l'heure, on va parler des droits justement des travailleurs, mais déjà toi, qu'est-ce que tu observes de façon générale? Alors de façon générale, j'ai comme impression que la jeunesse ne perçoit pas cette fête de la même manière. Je parle de la jeunesse, j'aimerais essayer de catégoriser parce que si je parle de la masse, la généralité, je crois qu'il y a de fortes possibilités que l'on se trompe. Parce que la jeunesse dont je parle, c'est qui? C'est la jeunesse qui travaille, celle qui est active, la jeunesse qui est en quête d'emploi. Et il y a encore cette jeunesse-là qui travaille. Là, je fais principalement allusion de celle qui exerce dans le secteur informel. Alors,
pour des jeunes qui travaillent dans le secteur informel, automatiquement, la journée, premier main, ils ne se sentent pas concernés parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas pour quelqu'un, c'est-à-dire ils sont à leur propre compte. Donc, ils ne se sentent pas concernés. Alors, qui sont réellement concernés? C'est ceux qui travaillent au compte d'autres personnes, c'est-à-dire les fonctionnaires. Voilà. Donc, et c'est un manque à gagner, en fait, pour ces jeunes qui sont dans le secteur informel. Si vraiment ils se permettaient d'arrêter toutes les activités possibles, c'est un manque à gagner pour eux. Oui, c'est un gros manque à gagner parce que pour quelqu'un qui travaille à son compte, s'il se permet de prendre une journée et il ne travaille pas, mais ce dernier est au moins sûr qu'il rentrera à la maison sans argent parce que je travaille à mon propre compte. La logique voudrait que je sois perpétuellement en activité afin de percevoir des sous. Par contre, quelqu'un qui est en entreprise, le patron, les textes de loi, on dit c'est un jour férié. Et donc ce jour, je peux me permettre de m'asseoir chez moi parce que je travaille ou que je ne travaille pas, ce qui est sûr, c'est que la journée, elle est chômée, payée. Alors, je suis d'accord avec toi. Lorsque tu dis que c'est un manque à gagner quelque part, Nicolas, on va quand même parler des droits. Tout à l'heure, il parlait justement d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui est dans le secteur informel. Quand on parle des droits, en fait, un travailleur, il a droit à des congés, la rémunération, un bon salaire, des heures supplémentaires payées. Et pour quelqu'un qui est dans le secteur informel, il n'a pas besoin de tout ça parce qu'il travaille, il travaille pour lui-même, en fait. Quels sont ses droits, justement? On sait qu'il parmi les jeunes, il y a aussi ceux qui sont dans les bureaux, ceux qui travaillent pour d'autres personnes. Alors, rappelle-nous très rapidement, quels sont ces droits dont on parle? Alors, pour faire un rappel historique des droits, il faut repartir sur la Constitution sénégalaise. Hein, la Constitution sénégalaise. De façon brève. De façon très brève, je vais juste citer les droits. Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle les droits avant l'emploi. Donc, les droits d'accès à l'emploi. Il y a déjà la non-discrimination. On ne doit pas discriminer les jeunes. Peu importe la race, peu importe l'origine ethnique, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, il ne doit pas subir de discrimination. On a aussi maintenant l'égalité devant l'emploi. Donc, on ne doit pas souvent exclure une catégorie de la population au détriment d'une autre. Et maintenant, une fois qu'on rentre dans le monde professionnel, qu'on est pris en tant qu'employé, là maintenant, il y a ce qu'on appelle un faisceau juridique qui vient couvrir ou protéger l'employé. Et parmi les textes qui viennent s'appliquer, il y a ce qu'on appelle la loi du travail à travers le code de 97 qui dispose d'abord le droit à la rémunération, les congés payés, le droit de s'absenter, le droit de grève, la liberté syndicale. On a aussi tout ce qui couvre la partie relative aux heures supplémentaires. Il y a aussi le droit aux congés payés, le droit d'aller en vacances. Voilà. Et on a aussi le droit de manifester à travers toujours la grève. Alors, pour revenir sur un point très important, il a parlé tout à l'heure d'un élément qui, pour moi, doit être l'épicentre même du débat. Chaque année, effectivement, il y a des revendications. Et je me rappelle même qu'en 2016-2017, lorsqu'il y avait eu la fête du travail de 2017, le 1er mai, pour la première fois, un ancien ministre du Travail au Sénégal avait dit qu'on a signé des accords réalistes et réalisables. Je me rappelle encore de la phrase, réaliste et réalisable. Donc ça voulait dire en réalité qu'avant, on venait donner des doléances, mais qui n'étaient pas souvent peut-être réalistes et réalisables. Et de l'autre côté, il y a un problème de suivi. C'est-à-dire que quand on est jeune aujourd'hui, quelles sont les structures qui viennent nous suivre pour nous aider à nous insérer dans le monde professionnel, pour nous aider également à véritablement aborder notre carrière professionnelle avec sérénité. Et juste pour revenir avec ce qu'il a dit tout à l'heure, par rapport à l'entrepreneur, par rapport au secteur informel, je pense qu'il ne faut pas du tout confondre, en fait. Le droit du travail s'applique aux travailleurs salariés qui sont dans des entreprises. Et maintenant, il faut catégoriser les entreprises. Que l'entreprise soit formelle ou informelle, en principe, la personne a l'obligation de signer un contrat de travail. Maintenant, s'il n'y a pas signature de contrat de travail, la loi dispose expressément qu'il y aura reconversion par majoration en CDI. Et ça, ce sont les textes qui le disent, notamment la loi de 97 sur le Code du travail au Sénégal. Alors, ceux qui sont dans le secteur informel, ils sont exclus? Non, ils ne sont pas exclus. Même les travailleurs du secteur informel doivent avoir des contrats de travail en principe.
Non, pour cette fête, justement. Le problème des travailleurs du secteur informel, c'est que malheureusement, ils ont ce qu'on appelle le système D, la débrouillardise. Donc, pour la plupart, ils exercent des métiers ou des professions qui nécessitent une présence continue sur le marché ou sur le terrain. Maintenant, par rapport à la fête du travail, nous, à notre humble avis, ils ne doivent pas être exclus, ils doivent bénéficier de cela, mais sauf que sur le plan légal, sur le plan formel, ils ne pourront pas jouir des mêmes droits ou des mêmes avantages que ceux qui ont les contrats ou qui sont dans des associations de travailleurs ou dans des groupements de corporations syndicales. Merci beaucoup, Nicolas. Il est entrepreneur en même temps conseiller juridique. On a toutes ces informations. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, Avina, on a remarqué dans certains pays, quand on arrive le 1er mai, il y a des activités, les femmes achètent des pagnes. Est-ce que ça devait s'arrêter là? Non, pas du tout. Ça ne devait pas se limiter à l'achat des pagnes, qui n'est pas mauvais en soi, parce que avant d'être une journée des droits de travail, c'est aussi un moyen pour les salariés d'une entreprise de tisser des liens, de se familiariser, de s'amuser. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ils devraient normalement avoir des séminaires de formation, des journées vraiment éducatives. Par exemple, pour nous, les étudiants, je prends mon cas, je ne sais pas pour les autres, on n'a pas vraiment des informations sur la journée du 1er mai. On sait juste que c'est une journée qui est fériée, c'est la fête du travail, mais en réalité, nous n'avons même pas connaissance de nos droits en tant que futurs travailleurs. On ne sait pas comment ça se passe, c'est juste, on a quelques informations, mais qui ne sont pas assez consistantes, ce qui fait que les jeunes que nous sommes, quand on va en entreprise, souvent nous sommes exploités tout simplement parce qu'on n'a pas la connaissance de nos droits. Alors, Baboucar, on a entendu tout à l'heure, Avina disait qu'en tant qu'étudiante, on n'a pas assez d'informations, ou en tant qu'étudiant, on n'a pas assez d'informations. Est-ce que tu penses que ces étudiants-là devraient être au courant avant même de s'insérer dans le monde professionnel? Je crois qu'elle a raison. Elle a raison du fait que la plupart des étudiants qui sortent des écoles n'ont pas une maîtrise d'abord du droit du travail. Ça, c'est le premier hic qu'on va remarquer. Le second problème qu'on va remarquer pour les étudiants, c'est que pendant la formation, il n'y a pas, en tout cas ici, pour l'école de formation que moi j'ai eu à fréquenter, on ne met pas en place un module allant dans le sens d'informer les étudiants par rapport au droit du travail. Si on revient un peu en arrière au lycée, par exemple, au Sénégal, nous enseignons, parce que j'ai eu à enseigner également, nous enseignons aux élèves la fête du 1er mai. C'est une leçon d'histoire. Donc, ils ont une maîtrise par rapport aux différents problèmes qui ont conduit à cette fête du 1er mai. Mais une fois dans le monde du travail, on se rend compte qu'on est exploité du fait du manque d'informations qu'on a accumulé en amont. Maintenant, on est obligé de se soumettre parce qu'on a besoin de travailler, on a besoin de gagner nos vies. On est obligé de se soumettre et d'accepter de se faire exploiter jusqu'à ce que le bon Dieu arrive et qu'on nous signe un contrat. Et finalement, on se met à revendiquer pour gagner plus en matière de... Baboucar, toi, tu es journaliste. Oui. Comment tu as fêté justement le 1er mai, on va dire 2021? Je suis dans un exemple. 2021, c'est déjà... Tu étais déjà professionnel? Non, c'était déjà à l'école. D'accord. Mais auparavant, je fêtais quand même. Parce qu'avant d'aller ça se passait comment? Explique-nous. Tu peux nous confier quand même. Bon, on sortait. Cette journée-là. On portait des pancartes avec des slogans et on défilait sur l'avenue de la Nation. On allait jusqu'à la RTS. Et maintenant, les responsables syndicaux allaient voir le ministre du Travail ou le président de la République, lui soumettait les cahiers de doléances. Et nous, de notre côté, une fois la manifestation bouclée, on se retrouvait quelque part pour prendre quelque chose, discuter, échanger sur des sujets d'actualité. Et donc vous, en fait, vous avez respecté justement, puisque tout à l'heure, Nicolas disait qu'il faudrait manifester et vous étiez justement dans cette optique. Est-ce qu'il y a 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, on peut dire qu'il y a une évolution? Fab, toi, tu vis au Sénégal depuis quelques années. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même une amélioration dans ce sens-là? Il y a des manifestations? Enfin, c'est une question qui pouvait même que Baboucar pouvait répondre, mais quand même, je vais te la poser. Est-ce que tu as vu une amélioration ou pas? Bon, lorsque j'essaie de bien regarder, je ne vois pas d'amélioration. Par contre, j'ai comme cette impression que ce sont les mêmes choses qui se reproduisent d'année en année. Voilà, donc
Des revendications sur revendications, c'est oui, ça? Ce sont des mêmes choses qui se reproduisent. Donc, revendication, il y a des textes qui sont peut-être mis en place, qui sont signés et tout, mais malheureusement, on ne voit jamais d'application. Voilà. Et quand on parle de l'exploitation de l'homme par l'homme, Avina, dis-moi, est-ce que déjà dans ton entourage, tu as entendu parler de ça, des jeunes qui se plaignent, mais qui continuent quand même à travailler dans de telles conditions? Exactement, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent. On va prendre un cas ici au Sénégal. La plupart des étrangers, quand ils arrivent, pour essayer de joindre un peu les deux bouts, ils font souvent des centres d'appel. Donc, ils travaillent à des heures qui ne sont pas très correctes et les salaires, ce n'est pas trop ça. Mais en même temps, on a besoin de ces revenus-là pour essayer de subvenir à nos besoins. Donc, en tout cas, dans mon entourage, beaucoup de jeunes se plaignent. Moi aussi, j'ai eu à travailler. C'est vrai que tout le monde me disait que c'était de l'exploitation. Moi également, je savais que c'était de l'exploitation, mais bon, j'avais besoin d'argent. Mais n'est-ce pas, on dit la vie, c'est un combat. Donc, quand on arrive, même si on nous dit de travailler de 8h à 18h, je donne un exemple comme ça, est-ce que c'est pas aussi on se dit qu'on est jeune, on veut payer son loyer, malgré tout, j'y reste? Ou bien c'est une ignorance? Bon, c'est une ignorance, mais en même temps, quand on est vraiment en difficulté, on n'a pas d'autre choix que de le faire. Mais à un moment donné, ça devient pesant. On ne peut pas le faire vraiment sur une longue période. Donc, à un moment donné, on a besoin de s'arrêter et de se cultiver, d'apprendre quels sont nos droits. Parce que pour qu'on ait un pouvoir en termes de parole, il faudrait qu'on connaisse d'abord nos droits. Donc, je pense que la plupart des jeunes, c'est quand ils arrivent en entreprise et quand ils remarquent qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ils essaient de demander à leurs aînés qui sont là un peu plus, qui sont travailleurs avant eux. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que ce qu'ils vivent, c'est pas normal. Et c'est là qu'on a maintenant le pouvoir de parler, de dire que ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas. Et pour d'autres, ils démissionnent pour chercher mieux ailleurs. Alors, Nicolas, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui vient de terminer ses études, on va dire qu'on exploite un tout petit peu, il arrive, il dépose son dossier, on lui dit on vous prend, par contre vous allez travailler de 8h à 18h. Est-ce que ce jeune homme doit accepter, on peut appeler ça une exploitation ou pas, ou bien il doit se lancer quand même? Alors, c'est une question très intéressante et pertinente. Je le dis pourquoi? Parce que c'est un phénomène d'actualité, un phénomène de société qu'on voit tous les jours en Afrique et particulièrement au Sénégal, pays dans lequel nous sommes. Alors, je veux revenir sur un point très important. Un jeune doit se faire accompagner. Il doit avoir des mentors, des coachs à ses côtés qui vont tracer avec le sillon de sa vie professionnelle. Des coachs qu'on va payer ou c'est gratuit là? Les coachs peuvent être rémunérés ou peuvent être pris à titre gratuit. Ça dépend de la capacité financière des jeunes et du résultat qu'il veut atteindre. Il y a des coachs qui peuvent se donner bénévolement, comme il y a des coachs qui doivent aussi avoir une rémunération ou bien des mentors qui doivent être rémunérés. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Il y en a aussi qui peuvent le faire gratuitement, c'est-à-dire encadrer un jeune, l'aider dans son parcours professionnel et le guider petit à petit sur les astuces à utiliser et aussi les pratiques à éviter pour ne pas tomber dans le piège de l'employeur ou pour ne pas tomber dans le piège du chômage. Alors, je vais dire ici très rapidement, lorsqu'on est jeune, qu'on rentre dans le monde professionnel, on doit se faire accompagner par des aînés. D'accord. Les aînés qui vont nous accompagner vont nous aider à comprendre réellement quels sont les textes de loi en vigueur par rapport au secteur d'activité dans lequel on va évoluer. Pour reprendre l'exemple des centres d'appel, il faut dire que c'est un cas ou un phénomène qu'on vit tous les jours au niveau du Sénégal. Mais c'est parce que au Sénégal aussi, hein. C'est un peu partout aussi en Afrique. Je relativise. Je n'en veux pas tant que ça aussi aux personnes qui sont dans les centres d'appel. Pourquoi? Mais le jour où ces jeunes-là vont décider qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun appel qui va être émis à partir de Dakar vers les États-Unis, vers la France ou vers le Canada, eh bien là, les choses vont changer. Mais si on a tout le temps des jeunes qui se plaignent, mais qui ne font rien, mais les choses ne vont pas changer. D'où l'importance de se rappeler, je le disais tout à l'heure, l'origine même de la fête du travail. C'était la protestation dans la construction. Protester pour construire, pour obtenir un droit, gain de cause. Mais si les jeunes qui détiennent le pouvoir dans les centres d'appel se lèvent un jour et ils disent « on n'appelle plus, on ne répond plus aux mails », je vous assure que depuis la France,
ou bien depuis les pays qui détiennent ces centres d'appel-là, les choses vont commencer à bouger et ils vont commencer à écouter les jeunes. Mais Donc, tu as dit quelque chose de très intéressant. Il faut être accompagné d'un mentor, d'un coach. Oui. Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Et justement, ce jeune-là va faire comment pour aller vers un mentor ou un coach? Permettez-moi, je prends la responsabilité. Nous sommes à la télé, je prends la responsabilité de dire quelque chose. Quel que soit le prix à payer, la personne doit se faire accompagner. Le prix s'oublie, mais la qualité reste. Le prix s'oublie, mais la qualité reste. Pourquoi je le dis? J'ai rencontré des jeunes qui étaient prêts à payer pour faire un stage dans des entreprises. Pourtant, l'entreprise n'est pas prête à payer ce jeune-là. Rien que par détermination et volonté de pouvoir découvrir le milieu professionnel. On va dire que oui, là c'est de l'exploitation. Je vais dire non. Pourquoi? Parce que c'est un jeune qui est déterminé à réussir et qui veut forcer les portes pour pouvoir se frayer son chemin. Je vais revenir sur ce que vous avez dit par rapport à la problématique que vous avez posée. Il faut dire ici que beaucoup de jeunes sont aussi à la merci de leur employeur. Parce qu'il y a un manque de communication dans l'entreprise, il y a un manque d'organisation même dans les entreprises qui emploient ces jeunes-là. C'est inadmissible de voir qu'on prend une personne, on la fait travailler de 8h jusqu'à 20h, sans pour autant encadrer la relation professionnelle à travers un contrat. C'est inadmissible de voir qu'on prend une personne, on rémunère la personne à la main, alors que le code du travail dit bien qu'à partir du moment où on dépasse un certain montant, on passe maintenant à la rémunération par chèque ou bien par virement bancaire. Alors Fab, qu'est-ce que toi tu penses de l'accompagnement, comme il disait tout à l'heure? Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas qu'il y a un mentor quelque part, il y a un coach quelque part, et quand on est ignorant, on est exposé et on peut travailler dans des mauvaises conditions. Qu'est-ce que tu en penses justement? Alors je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà, je comptais bien revenir sur ce qu'il était en train de dire au sujet de l'accompagnement. Ça, je suis d'accord. Maintenant, lorsqu'il dit qu'on doit rémunérer celui qui t'accompagne, bon, je pourrais être d'accord dans la mesure où le jeune ou les jeunes ont les moyens. Voilà, donc lorsqu'on parle des jeunes, j'aimerais aussi qu'on parle de ces jeunes-là qui n'ont pas de quoi se payer un coach. Oui. Parce que ne pensons pas que tous les jeunes ont assez de moyens au point de pouvoir donner de l'argent à une entreprise et espérer aller en stage, découvrir le monde professionnel ou payer un coach. Voilà. Mais donc, il y a aussi des mentors, quand on n'est pas obligé de payer. Des mentors, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être même un professeur de l'université que vous avez rencontré. Oui, moi je ne suis pas contre le fait de te faire suivre par un mentor. Au contraire, c'est quelque chose de très avantageux. C'est vraiment avantageux. C'est quelqu'un qui a déjà une certaine connaissance dans le métier que tu envisages, par exemple, embrasser. Et donc, être à ses côtés, mais c'est automatiquement un avantage. Mais ce que moi, je dis, c'est-à-dire, je suis contre le fait de mettre cet aspect-là en avant, c'est-à-dire l'argent. L'argent, quand on sait qu'il y a des jeunes... Est-ce que tu as un problème avec l'argent? Non, je n'ai pas de problème avec de l'argent. Je n'ai pas de problème. C'est clair qu'on ne peut faire un certain nombre de choses sans argent. Mais moi, mon souci, c'est pour ces jeunes-là, défavorisés et qui ne peuvent se permettre de se payer les services d'un coach. Donc, à ce niveau, je dis non. Maintenant, si on parle de mentorat, déjà, Baboucar, qui est à côté de toi, il est journaliste. Toi, tu es étudiant en journalisme et communication. Ça veut dire que lui, il peut être ton mentor. Si tu veux t'intégrer, si tu veux être journaliste, ça peut être à la télé, à la radio, lui, il peut t'accompagner. Comme ça, tu ne seras pas exploité quelque part. Logiquement. Et j'aimerais bien... Tu verrais bien. D'accord. Alors, justement, je reste avec toi, Baboucar. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui d'accompagner un étudiant comme Fabre, gratuitement? Pour ne pas qu'il se retrouve quelque part, voilà, on va l'exploiter. Permettez-moi de revenir un peu sur le recrutement un peu des jeunes. Le problème qui se pose, c'est que la plupart des entreprises ne contactent pas directement avec les employés. Ils ont mis en place un système d'intérim, ce qui fait qu'ils n'ont plus de responsabilité par rapport au recrutement des employés. C'est l'intérim là qui recrute, qui envoie au niveau de l'entreprise. Même pour le paiement, l'entreprise vire dans les comptes de la société intérimaire qui paye les employés. Ils se protègent en quelque sorte. Et maintenant, c'est un système qui est un peu développé dans ce pays. En ce qui concerne les centres d'appel, le problème est que s'ils recrutent 100 jeunes, par exemple,
Mais vous avez un problème avec le centre d'appel ou quoi? C'est un exemple parmi tant d'autres. Sache qu'il y a 100 jeunes qui attendent à côté. À partir du moment où toi, tu es là à contester, tu te mets dans un esprit rebelle, ils t'écartent, ils amènent d'autres. Donc tu es obligé un peu de subir. Juste pour gagner de l'expérience, les jeunes acceptent de se faire exploiter. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je pense que c'est juste pour gagner de l'expérience que ces derniers acceptent de se faire exploiter. La preuve, ils ne vieillissent pas là-bas. Ils font quelques mois, quelques années, ils s'en vont, ils vont voir ailleurs. Alors, Avina, toi, tu es étudiante, tu ne travailles pas. On te le souhaite un jour que tu te trouves un emploi. Comment tu vois en fait ce 1er mai quand il s'agira de célébrer cette journée? Tu vas la célébrer comment? Alors, ce que je vais commencer à faire, je vais commencer dès maintenant, c'est d'abord me former sur le droit du travail. Et je pense que quand je serai en entreprise, je pourrai proposer, suggérer de faire carrément d'abord de réunir tous les employés, de les écouter, d'essayer de voir les difficultés que nous avons. Parce que c'est ça aussi, nous, les jeunes, on va dans les entreprises, on ne sait pas en réalité les défis qui nous attendent. Parce qu'avant, à l'époque du 1er mai, quand il y avait la manifestation, la journée de 8 heures, et les défis, c'était ça pour eux. Mais aujourd'hui, les défis ont changé. Donc, nous devons d'abord les connaître. Donc, à ce moment-là, quand je serai en entreprise, je vais, pourquoi pas, intégrer une structure syndicale. Ah, mais c'est bien tombé, tu parles d'intégration. On va parler d'intégration tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la dernière partie, à la fin de cette première partie. On se retrouve juste après et à tout de suite. Bienvenue dans la seconde et dernière partie de Génération News. Un autre sujet, comme je vous le disais précédemment, comment réussir son intégration dans un pays étranger. Je suis toujours avec mes invités. Je commence avec toi, hein, Avina. Avina, tu es d'origine congolaise et tu vis au Sénégal depuis 2 ans. Tu me l'as dit tout à l'heure, avant de commencer cette émission. Est-ce que tu t'es bien intégrée au Sénégal? Je peux dire que je me suis partiellement intégrée parce que j'ai encore quelques difficultés, surtout avec la langue. Je ne parle pas encore bien le Wolof et j'ai un peu du mal à m'accommoder avec la nourriture ici. Mais sinon, en dehors de ça, je peux dire que pour 2 ans, ça va. Mon intégration, ça va. Alors, elle dit pour 2 ans, ça va, son intégration, elle part de la nourriture. Fabre, toi, ça fait déjà plusieurs années, je pense plus de 3 ans que tu es au Sénégal. Est-ce le cas pour toi aussi? Tu t'es bien intégré? Je veux revenir tout à l'heure hein, sur ce que tu as dit, Avina. Oui? Oui, me concernant, je me suis très très bien intégré parce que quand je suis arrivé, je me suis retrouvé directement dans la maison des autochtones, d'un Sénégalais, voilà, que je considère comme étant un grand frère. Il m'a accueilli, j'ai fait quasiment 7 mois dans sa maison, ce qui a fait en sorte que je puisse avoir connaissance du mode de vie des Sénégalais. Donc ça m'a permis tout de suite de comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Donc j'ai également pris la peine de me construire un réseau social. Voilà. Donc j'ai noué des relations à l'école, partout, de manière à ce que je puisse échanger avec plusieurs types d'individus. Voilà. Et me sentir comme dans mon pays d'origine. Et Baboucar, toi, tu es sénégalais. Tu me disais que tu as été en Gambie, tu as fait la Guinée également. Est-ce que toi, tu t'es dépaysé là-bas ou pas? Bon, la Guinée-Bissau, il faut préciser. Guinée-Bissau, d'accord. En fait, c'est pas, culturellement parlant, c'est pas très éloigné. Nous sommes très proches, culturellement. À part, eux, ils sont lusophones, nous sommes francophones. Mais pour la Guinée, bien entendu. Pour la Guinée-Bissau, oui. Bon, je ne me suis pas senti dépaysé parce que j'étais chez des parents. J'ai passé 2 semaines chez des parents où ils m'ont permis de visiter des endroits en Guinée qui est resté, du point de vue souvenir qui est resté. Pour l'intégration, c'est pas, en fait, c'est la difficulté réside du fait que quand on arrive quelque part, c'est de s'ouvrir d'abord. Parce qu'il faut accepter d'aller découvrir l'autre étant étranger quelque part. Ça, c'est un fait. Si vous ne le faites pas, vous restez recroquevillé sur vous, il va être très difficile de vous intégrer. Et généralement, j'ai l'habitude de dire, surtout à mon ami Giro, il lui dit que la seule façon de t'intégrer ici, c'est d'avoir beaucoup d'amis. Giro, c'est votre ami, mais tout le monde ne connaît pas Giro. Vous voulez dire, oui. C'est un confrère? C'est un confrère, oui, un confrère, un ami. Il faut te faire beaucoup d'amis sénégalais.
faut pas avoir de limite. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aux gens. Et c'est ce qu'il fait. J'ai l'habitude de lui dire que toi, tu n'entreras pas au Bénin. Alors, Avina disait tout à l'heure qu'elle s'est bien intégrée. Par contre, elle regarde un peu la nourriture de chez elle. Fabre, je ne sais pas si tu parles Wolof. Alors, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Bien s'intégrer, c'est quoi? Alors, bien s'intégrer, c'est quoi? C'est l'ouverture. L'ouverture d'esprit. Et il faut aller embrasser la nouvelle culture du pays qu'on intègre. C'est très important. Pourquoi? Vous savez, on est dans un écosystème panafricain aujourd'hui, et moi je me définis comme étant un Africain d'origine gabonaise parce que on transcende les frontières, on transcende les barrières. Il faut aller chez l'autre, et je me rappelle de cette parole d'un entrepreneur qui est ici, qui est un Gabonais, un grand frère, qui me disait « J'ai tué le Gabonais qui est en moi ». Je dis « Mais quel Gabonais tu as tué ?» Il m'a dit « Les mauvaises habitudes pour embrasser les bonnes habitudes des Sénégalais et me forger dans l'entrepreneuriat ». C'est-à-dire que pour bien s'intégrer, il faut être ouvert, savoir comment dialoguer avec la nouvelle culture, savoir comment arriver à véritablement tisser des relations. Tout à l'heure, il a parlé de réseau social. Ça m'a même fait très plaisir qu'il ait utilisé ce terme parce qu'en réalité, le premier réseau social qu'on bâtit dans notre vie, c'est les fréquentations qu'on va avoir tout au long de notre parcours. Et ça, c'est un élément très important pour surtout les jeunes qui viennent apprendre au niveau de Dakar, d'autant plus que c'est une ville qui est aujourd'hui un melting pot. D'accord. Et donc, quand tu dis, Avina, que tu t'es bien intégré ici, je te pose la question, est-ce que tu sais quand même dire bonjour, comment tu vas en Wolof? Bien sûr. Et c'est quoi? Allez-y. Salam alaikum. Alors, salam alaikum, c'est en arabe. Ok, bon, je ne sais pas si en Wolof, bonjour, il y a bonjour, je suis sûre, salam alaikum, c'est ce qu'on dit. Oui. Comment vas-tu, Nangadef? Comment? Nangadef. Alors, vous apprenez vraiment à toutes ces personnes qui nous suivent la langue Wolof, c'est très bien, ça montre que tu fais beaucoup d'efforts. 2 ans au Sénégal, mais chapeau, hein. Mais il en reste encore. Peut-être que Baboucar va t'aider à apprendre cette langue. C'est une façon de montrer que tu aimes bien ce pays. Donc, justement, l'apprentissage de la langue est très, très important. Ça montre qu'on aime bien, on s'intègre. Mais certaines personnes disent quand même au Sénégal que la langue est très difficile. Est-ce qu'il y a un manque de volonté quelque part, Fab? Bon, un manque de volonté, c'est selon les personnes, on ne va pas se le cacher. Le Wolof n'est pas une langue aussi facile, voilà. Ça peut être le Wolof comme d'autres langues, hein. On ne se limite pas au Sénégal. Hein. Ok, donc comme on ne se limite pas au Sénégal, on peut aller même au Gabon, en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Exactement. Voilà, donc je me souviens avoir pris certaines informations. Là, je prends particulièrement le cas du Sénégal. On m'a fait comprendre que la langue Wolof s'apprend à Cheikh Anta Diop. Donc, si j'aimerais bien parler Wolof, est-ce que je dois me rendre à Cheikh Anta Diop pour l'apprentissage de cette langue? Parce que généralement, on apprend aussi facilement une langue quand elle est comment dirais-je, elle est encadrée. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de retrouver la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire, et donc tout de suite, ça vous facilite la tâche. Mais par contre, quand vous vous croisez dans la rue, on se met à parler une langue dont vous n'avez pas connaissance, et surtout, on le parle, on le fait très rapidement, vous comprenez tout de suite que vous éprouverez des difficultés. Donc sur le coup, vous ne pourrez pas apprendre, sauf si vous mettez assez du temps dans le pays d'accueil, et à ce moment, je crois que... Bon, il y a Baboucar qui est en train de sourire. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop d'accord avec toi. Certaines personnes disent que c'est encore mieux d'apprendre cette langue peut-être chez toi, avec des voisins, que d'aller à l'école. Moi, j'ai essayé avec cette langue Wolof. J'ai commencé les cours, c'est un témoignage. J'ai commencé les cours, mais après j'ai arrêté. Justement parce que je trouvais que j'avais un bagage en Wolof et je peux quand même exprimer un peu. Alors, Baboucar, est-ce que tu es d'accord avec lui? Il faut aller à l'université pour apprendre cette langue. Bon, il est vrai qu'à l'université, il y a ceux qui font LM, ceux qui font lettres modernes, ils ont un module Wolof, Alpulaar, Mandin, Diola, etc. Mais la meilleure école, c'est l'école de la rue. C'est l'école la plus efficace. Quand on est dans un quartier, dans ce quartier, la majorité parle Wolof. Les amis qu'on se fait dans ce quartier-là te permettent d'apprendre la langue sans pour autant entrer dans des considérations de grammaire. Parler de facto la langue sans pour autant te fatiguer. Pour moi, c'est ça, la meilleure école, c'est ça. Justement, ça demande l'intégration, c'est aussi le vivre ensemble. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une journée internationale du vivre ensemble.
c'est le 16 mai. Quand tu veux t'intégrer dans un pays, il ne faudrait pas aussi trop critiquer la culture de l'autre. Tu es d'accord ou pas, Nicolas? Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je veux rebondir sur ce que Fabre était en train de dire tout à l'heure. Alors, on va prendre un cas très simple. Hein? Prenons le cas des Sénégalais qui vont au Gabon, qui vont au Congo. Comment font-ils pour parler le Lingala? Comment ils font pour parler le Fan, le Nzebi, le Miene, etc. Il n'y a pas de centre de formation en Nzebi, en Fan, ou bien en Nzebi. Il n'y a pas de centre de formation au Gabon qui fait ça. Qu'est-ce qu'ils font? En réalité, ils embrassent la population locale. Ils se fondent dans la masse. Et là, je partage l'avis de mon frère. Il faut véritablement apprendre par la pratique. Parce que quand tu vas à l'école, c'est bien, oui. Mais dans la rue, tu es confronté aux réalités sociales. Et là, c'est tout à fait différent. Donc moi, je pense qu'à mon niveau, il faut ne pas critiquer la culture des autres. Parce que quand on vient dans un village, un adage nous dit, si tu vois les gens marcher à quatre pattes, toi aussi, il faut marcher à quatre pattes. Et une autre chose, une autre information très importante, il y a un proverbe bantou qui dit, quand la montagne ne vient pas à toi, toi va vers la montagne. Ce n'est pas à l'autochtone du pays de venir dire, viens, je vais t'apprendre ma langue. Non. C'est celui qui vient d'arriver en terre étrangère qui doit aller chercher comment apprendre la langue de l'autre. Voilà ce que je peux dire pour... D'accord, donc il ne faut pas aussi comparer... Oui. Pour quelques précisions, au Sénégal, il n'y a pas que l'Olof. Oui, c'est vrai, il y a le poulard. Il est vrai que l'Olof, c'est la langue la plus parlée dans le pays. Oui. C'est la seule langue qu'on peut parler partout où l'on va au Sénégal et trouver un interlocuteur. Oui. C'est la seule langue. Justement, une anecdote, moi je suis allée à l'intérieur du pays et je disais Assalamu alaikum, qui veut dire bonjour, mais en arabe, Nangadef, on me dit non, vous devez parler poulard ici. Donc j'ai commencé à apprendre cette langue, je pouvais dire, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais j'ai commencé à apprendre la langue, c'est pour dire que même si vous venez d'un autre pays, que c'est un peu difficile, essayez de vous intégrer par la langue et aussi épouser, apprécier la culture de l'autre. Avina, est-ce qu'avec tes amis, aujourd'hui tu as beaucoup d'amis sénégalais ou pas? Non, je n'ai pas beaucoup d'amis sénégalais, juste quelques connaissances. Et ce que moi je fais, c'est que je suis beaucoup les séries sénégalaises et ça m'aide un peu, étant donné que c'est en Wolof. Donc quand j'apprends un mot, surtout un mot qui est récurrent, ce que je fais, c'est que je demande à mes amis sénégalais qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, quand je y a culturellement parlant, je demande, j'ai suivi dans telle série, on a fait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et les natifs m'expliquent, voilà, nous c'est comme ça dans la culture, c'est comme ça que j'apprends. Alors, Fabre, toi également, tu as des amis, pas seulement des Sénégalais, il y a peut-être d'autres nationalités. On voit, il y a même des Français qui arrivent au Sénégal qui apprennent le Wolof. Est-ce que dans ton entourage, tu as des étrangers qui parlent cette langue? Oui, avant, j'aimerais d'abord souligner quelque chose. J'espère que ceci ne sera pas perçu comme de la critique. Non, le Sénégal, ce que j'ai dit, je ne critique pas la culture sénégalaise. Le Sénégal, c'est un pays que j'affectionne énormément. Voilà, donc je tiens d'abord à souligner cela. Maintenant, en ce qui concerne la question, autour de moi, j'ai beaucoup d'amis. Je suis entouré des Sénégalais, je suis entouré des Guinéens. Mais sauf que lorsque nous sommes ensemble, ils ont tendance à me demander... c'est-à-dire que j'apprenne la langue française. C'est-à-dire que je leur apprenne la langue française. Voilà, parce que pour eux, ils se disent que bon, ils s'expriment très mal en français et donc ils aimeraient s'améliorer. Du coup, je me retrouve avec des gens qui veulent apprendre du français et je dis très souvent que j'aimerais bien apprendre du Wolof. C'est-à-dire, vous pouvez commencer pendant 1-2 jours et ensuite le gars, il t'abandonne quoi. Il t'abandonne et puis tu te retrouves seulement en train de lui donner des cours de français. Tu te retrouves en train de lui donner des cours de français. Donc c'est un peu ça. Et quand on arrive dans un pays étranger, il y a certaines choses qui peuvent nous choquer. Nicolas, toi, tu as été au Ghana. Est-ce qu'en arrivant là-bas, tu as été choqué par certaines choses, certaines attitudes? Non. Parce que pour la petite histoire, il faut dire que à l'époque où on est allé au Ghana, on était en face d'un régime qui venait pour révolutionner tout le pays. Donc l'impact a été positif en termes de changement sur le pays. Donc on n'a pas été véritablement
impacté de manière négative ou subi ce qu'on appelle en anglais le cross culture, donc le choc culturel. Alors, il faut dire que pour la personne qui va dans un autre pays, il doit d'abord commencer par s'approprier les réalités culturelles. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je prends un exemple. Ici, quand on va à table, on mange tous ensemble dans le même bol. On aime bien dire ça. Et si tu mets la main, suivez mon regard, la main gauche, tout le monde va te regarder avec beaucoup de méfiance. Ou bien va s'éloigner de toi. Ou bien va dire, bon, lève-toi d'abord, pars. Vous voyez, ce sont ce genre de petites habitudes, de petites astuces qu'il faut avoir, qu'il faut employer. Aussi, de l'autre côté, il faut faciliter la communication avec les différentes nations ou les différentes nationalités en présence dans le pays où on vient. Et j'aime bien l'exemple qu'il a pris des Guinéens et des Sénégalais qui veulent s'améliorer en français. Et lui, de l'autre côté, il veut parler le Wolof. Alors, certains, hein, on va dire certains Guinéens et certains Sénégalais, s'il vous plaît. Certains, très bien. Alors, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il doit faire en réalité? C'est du donnant-donnant, simplement. Leur apprendre le français, en contrepartie, ils doivent apprendre le Wolof. Mais véritablement, des astuces pour maîtriser les codes de la vie en Wolof. Comme par exemple, négocier une transaction commerciale en Wolof, acheter quelque chose en Wolof, demander des excuses en Wolof, arrêter un taxi en Wolof. Donc, vraiment des éléments basiques qui vont te permettre petit à petit de te mouvoir dans cet environnement et de tracer ta route. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. D'accord. Et Boubacar, Baboukar, justement, toi, tu es sénégalais, certainement. Tu disais tout à l'heure que tu as un ami qui est béninois, c'est bien cela. Est-ce que tu en as d'autres aussi qui aimeraient bien apprendre ta langue? Tu sens quand même, c'est pas des gens qui sont là en train de critiquer, mais ils s'intègrent. Est-ce que tu vois ça justement autour de toi, en dehors de ton ami dont tu oui, parles? oui. J'ai des amis guinéens, 2 à 3 amis guinéens qui se sont très bien intégrés. L'un de ces 3 amis, on le taxe de chef de quartier, tellement qu'il est très bien intégré. Mais c'est quoi justement l'intégration là, très bien s'intégrer? Est-ce que ça se limite au niveau de l'apprentissage de la langue ou autre chose? Non, il ne parle même pas, il ne parle pas au bon Wolof. Il ne parle seulement, il est installé dans un quartier, tout près d'ici, et il s'est débrouillé pour avoir des relations avec tout le monde. Moi, j'étais surpris quand je suis arrivé chez lui. Un jour, tout le monde l'appelle, les jeunes, les enfants, les vieux. Tout le monde, il était correct avec tout le monde. Il dit, mais toi là, tu es le chef d'ici. Il m'a dit, bon, c'est comme ça. Hein, avant que je ne quitte la Guinée pour venir ici, des anciens m'ont dit qu'il faut être ouvert à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent se mettre des barrières, en fait. On vient avec des préjugés. Dès que tu vois quelque chose, tu dis non, ceux-là, ils sont trop compliqués. En fait, c'est toi-même, tu es compliqué. C'est ça qu'il faut éviter. Et permettez-moi rapidement, il faut aussi parler d'un phénomène qui est très important. Ceux qui sont dans le pays doivent faciliter l'intégration de ceux qui viennent. Je prends un cas très simple. On doit éviter de dire que non, cet étranger, c'est lui le mauvais ou bien le bandit. Le mal, c'est lui le sorcier. C'est lui la cause du mal-être de notre nation, bien de notre quartier. Vous voyez? Donc, l'intégration, c'est d'abord même les autochtones du pays qui doivent poser les bases. Et le Sénégal, en matière de politique d'intégration et de gestion des flux migratoires, a posé les bases en essayant de donner un accès véritablement à toute nationalité qui veut s'installer, qui veut vivre au Sénégal ou y résider. Et de l'autre côté, maintenant, ces nationalités, lorsqu'elles viennent au Sénégal, elles doivent rentrer en contact avec les Sénégalais et ne pas vivre simplement dans ce qu'on peut appeler les beaux quartiers, mais aller toucher du doigt la réalité même de Dakar. Ça veut dire qu'il faut accepter aussi les différences. Hein. On est tous différents. Bien sûr. Toi, tu viens du Congo, peut-être lui du Gabon, du Sénégal. On est tous différents. Mais quand on décide d'aller dans un pays, on s'intègre. On doit quand même accepter les réalités. On ne partage pas les mêmes réalités. Si on a l'habitude de manger le manioc, on se dit, on va changer. Je sais que chez vous, au Congo, vous mangez tous les jours peut-être le manioc. Ce n'est pas comme au Sénégal. Au Sénégal, les gens mangent le riz tous les jours. C'est normal. Par contre, chez vous, les personnes qui mangent le riz tous les jours, ce sont des familles démunies. Donc c'est peut-être quelque chose, quand quelqu'un ne s'y connaît pas, quand tu arrives au Sénégal, tu peux être choqué. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce témoignage? Alors, quand je suis arrivée au Sénégal, vu que j'étais reçue par ma sœur,
Premier jour, on a mangé j'avais ramené quelques maniocs et quand le stock était épuisé, il fallait maintenant me confronter à la réalité. Premier jour le riz, deuxième jour le riz, troisième jour le riz. À un moment donné, ça commençait franchement, ça ne passait plus. Mais après, j'ai fini par comprendre que c'est l'aliment qui se présente à moi, je suis obligée de manger ça. Donc, quand je n'en peux plus, je peux panacher avec le manioc, mais ça ne sera pas tous les jours que je vais manger le manioc. Parce que c'est aussi ça, l'intégration. Ici, la particularité du Sénégal, c'est qu'on a beaucoup de nationalités et on a cette capacité-là de découvrir aussi d'autres nationalités en dehors de la nationalité sénégalaise. Donc, c'est ce que j'essaie de faire vraiment pour m'intégrer, de goûter un peu les plats aussi d'autres nationalités, en dehors même des plats sénégalais. Et Fabre, pour quelqu'un qui a l'habitude de manger le manioc tous les jours, tu arrives dans ton pays, en tout cas beaucoup le font, hein. Ils arrivent ici, ils se plaignent, ils continuent à chercher les mamans là, qui vendent le manioc quelque part, la nourriture de chez eux. Est-ce qu'il faudrait arrêter de manger sa nourriture ou bien on peut quand même panacher un lundi, on cherche le manioc, mardi on mange le thieboudienne, ou on doit faire comment justement? Bon, il est possible de chercher par exemple du manioc lorsque vous avez la possibilité d'en trouver. Maintenant, dans le cas contraire, comme on dit, on fait avec ce qu'on est. Ce qu'on doit déjà savoir, c'est qu'on n'est plus dans son pays d'origine. Donc nous sommes dans un autre pays. Et dans ce pays, il y a certaines réalités. Pour quelqu'un qui désire réellement s'intégrer, il doit s'imprégner de la culture qu'il a trouvée. Donc, si on mange du riz au 30 et qu'il n'y a pas de possibilité de prendre du manioc ou de la banane, eh bien, tu prends du riz au 30. Si c'est de la banane, tu prends de la banane au 30, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose d'autre. Voilà. J'aime bien ce que tu dis, s'imprégner de la culture de l'autre. Est-ce que ça voudrait dire aussi oublier sa culture? Parce que l'intégration, c'est pas oublier sa culture. Est-ce que quelque part, Baboucar, on peut quand même montrer aux autres notre culture? Il y a un ami qui me disait que chez eux, ils mangent avec la main. Donc arriver quelque part, ça ne veut pas dire parce qu'on mange avec la fourchette qu'on oublie un peu sa culture. Non, on ne doit pas oublier sa culture parce que c'est l'essence même de l'être. L'être est absolument ancré dans sa culture. Il est disposé d'épouser l'autre, la culture qui vient d'ailleurs. Pour un peu aider ma soeur par rapport à le manioc, moi j'aime bien le manioc, hein, mais pas cuit comme vous faites, quand c'est bouilli, j'aime ça. On vend le manioc à Castor, par exemple, au marché Castor, il y a un pagaille. Chaque jour, il décharge des tonnes de manioc. Donc pour moi, c'est comme il l'a dit, il faut juste t'ouvrir à la culture sénégalaise. Parce qu'il n'y a pas que le riz, il y a le tchéré qu'on prépare très bien. Et Nicolas, à quel moment on peut parler de sa culture à ses amis? On vient d'arriver dans un pays. Est-ce que si on parle de sa culture tout de suite, on ne va pas dire que celui-là, il est orgueilleux, il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est tout de suite ou bien on observe d'abord les choses? Non, il faut d'abord observer. On va comme un élément qui part en éclaireur. Il regarde, il s'imprègne, comme a dit le frère Fabre. Et une fois que tu t'es bien imprégné de la culture de l'autre, tu essaies d'apporter un plus dans cette sauce en disant, écoutez, nous, chez nous, on a tel élément qui pourrait vous permettre de valoriser tel aspect de votre culture. C'est ce qu'on appelle même l'économie culturelle. Vous voyez? Et de l'autre côté, quand on va dans un pays, on constate que on est pour la plupart des étrangers, on est comme dépaysés parce qu'on n'a pas certaines habitudes culinaires ou bien certains éléments de notre art culinaire qui ne se retrouvent pas dans ce pays. Mais pourquoi ne pas faire l'importation? Pourquoi ne pas prendre ça de chez nous et emmener ça au Sénégal et commercialiser ça? Rien ne nous empêche de le faire. Vous voyez? Donc c'est pour nous dire que ça peut générer des revenus. Ça peut générer des revenus. Bon, tu le dis parce que tu es entrepreneur ou... Alors, c'est une opportunité d'affaires, il faut le dire, de venir s'imprégner de la culture des autres et de voir les manquements et d'apporter des solutions concrètes. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'entrepreneur. Et là, quand je parlais de l'économie culturelle, c'est une forme d'entrepreneuriat, mais dans la culture. Il faut quand même aussi rappeler que dans l'histoire de l'Afrique, on avait ce qu'on appelle les grands ensembles, des grands royaumes, au niveau surtout de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai qu'en Afrique centrale, c'était des petits royaumes, mais c'était en fait des royaumes qui n'étaient pas encore délimités comme on le voit aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique avec l'ancien président Senghor. Aujourd'hui,
il faut aller dans un dépassement même de la frontière. Il faut arriver à toucher l'autre dans sa sensibilité, mais tout en ne le frustrant pas dans l'intégration. Et il faut que la personne aussi qui accueille le nouveau soit disposée à l'ouvrir les portes de son pays. Et lorsqu'on regarde un peu comment les Sénégalais font en matière d'intégration, ils sont champions. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, pour des pays comme le Gabon, on a eu des Sénégalais à de très hauts niveaux de responsabilité, jusqu'à même être à la présidence de la République du Gabon. Alors moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit. Comment ne pas frustrer l'autre en faisant quoi? Alors, beaucoup, pour la plupart du temps, viennent en se disant que ce qu'il y a chez moi est meilleur que chez l'autre. D'accord. Et c'est à partir de ce moment qu'on crée déjà la frustration en lui disant « Mais comment vous pouvez vivre dans de telles conditions? Comment vous pouvez manger telle et telle chose ?» Elle a parlé tout à l'heure du riz, que chez elle, dans son pays, le riz c'est considéré comme étant un aliment pour les populations défavorisées ou démunies. Oui. Alors qu'ici, c'est l'aliment même par excellence qu'on prend tous les jours. Oui. Donc ici, il faut avoir un autre regard sur le riz. Il ne faut pas dire que le riz, c'est un aliment vraiment qui est catégorisé ou qui est sectorié comme étant quelque chose réservé aux pauvres. Il faut arriver à valoriser cela, à ne pas du tout rentrer dans une situation de confrontation. Et c'est par là que vraiment la personne va pouvoir s'en sortir. Mais si elle vient en donneur de leçons, en montrant que nous avons la science infuse, mais vous n'avez rien, vous ne connaissez rien, malheureusement, le pays va fermer ses frontières. Et aussi, pour bien s'intégrer ou bien mieux s'intégrer, il faut être curieux ou curieuse. Avina, est-ce que toi, tu es curieuse? Quand tu es arrivée nouvellement, est-ce que tu as quand même visité tout ce qui est beau au Sénégal, les sites, ou non, tu es restée dans ton cercle congolais? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup visité le Sénégal, ni Dakar même. Je ne suis pas trop curieuse parce que bon, ce qui fait ça... Bon, honnêtement, non, je ne suis pas assez curieuse. Mais ce qui est vrai, c'est que je fais de mon mieux d'apprendre la culture, mais non, côté curiosité, non. Non, je ne suis pas vraiment curieuse. C'est ça le problème avec certaines nationalités, comme les Congolais aussi que je fréquente, c'est qu'on a tendance à recréer la communauté. On a recréé la communauté congolaise et la plupart des Congolais n'ont pas cette facilité-là d'embrasser la culture sénégalaise. D'accord. On va laisser Fabre qui va clore cette émission. Est-ce que toi, tu es curieux? Ça fait plusieurs années que tu es là. Quand même, tu as visité le Sénégal. Ça va? Aujourd'hui, tu peux conseiller des gens à faire comme toi aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je peux très bien conseiller des gens. Déjà que mon regard sur le Sénégal, il est assez bon. Il est assez bon parce que le Sénégal, c'est une terre d'accueil. À ça, il y a de fortes ou encore de facilités, beaucoup de facilités même dans l'intégration. Voilà, pour des personnes qui quittent de pays étrangers. Voilà. D'accord. Maintenant, concernant la curiosité, oui, je suis quelqu'un de curieux, mais je le fais plutôt avec les hommes. C'est-à-dire, je viens voir par exemple Babacar pour échanger dans l'optique d'avoir un certain nombre d'informations concernant certains domaines. Je suis curieux de savoir ce qu'on vous a dit justement, et c'est la fin de cette émission. Fabre, à l'instant, il est étudiant en journalisme et communication. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Et à tes côtés, nous avons Baboukar. Toi, tu es journaliste. Merci pour tes réponses. Merci. Avina, tu es étudiante. Merci beaucoup. Merci. Et tu es étudiante en qualité, hygiène et sécurité. Merci d'avoir répondu à mes questions. Nicolas, tu es entrepreneur. Merci également à toi. Merci. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. On se dit à très bientôt sur Média et portez-vous bien.